Dans cette vidéo, on va analyser 11 entreprises de ma watchlist que je suis prêt potentiellement à acheter pour 2026. Alors on a déjà fait les 5 premières, donc ResMed, Meta, LVMH, Zoetis et Microsoft dans la vidéo précédente, la partie 1. Et là du coup on va s'attaquer aux 6 prochaines, donc Google, Apple, Arista, Nvidia, Applied Materials et Fortinet. C'est parti. Donc on commence directement avec Google. Donc Google qui est une entreprise qui a vraiment explosé ces derniers mois. On a pris plus de 125% depuis les tarifs de Trump, donc des chiffres qui sont absolument énormes. Sachant qu'auparavant on était plutôt sur une entreprise en difficulté, notamment sur ce qui touchait au sujet de l'IA, avec potentiellement la concurrence des LLM comme ChatGPT, etc. On pense notamment à fin 2022, début 2023, où on avait un petit peu de mal, et également en fin 2024 à peu près, où l'entreprise se portait pas spécialement bien, où on avait une valorisation qui était assez faible. Donc Google, ça reste cependant une entreprise de très bonne qualité qui ne répond pas à tous mes critères. Attention, on va regarder ça tout de suite. Donc déjà au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, elle est en diminution même si elle est largement supérieure à 10%, donc ça c'est un point qui est validé. La croissance du free cash flow qui est très belle également, au-dessus de 12% par an sur 10 et 5 ans, un petit peu plus faible effectivement sur l'année dernière, mais ça s'explique encore une fois à cause des capex notamment, et potentiellement aussi de tout ce qui est investissement dans l'IA, etc. Ensuite, on a une croissance du free cash flow par action qui est supérieure à la croissance du free cash flow. Donc là aussi totalement validé. Et ça signifie qu'on a des rachats d'actions et c'est effectivement bien le cas. Au niveau des marges, on a une entreprise qui est quand même ultra profitable, 60% de marge brute, une marge opérationnelle au-dessus de 30%, une marge nette au-dessus de 30% également. Par contre, une marge du free cash flow qui n'est pas du tout validée selon moi. On est sur une marge qui est bien inférieure à 15%. Moi, je veux minimum 15%. Donc là-dessus, c'est potentiellement un critère qui est quand même assez mauvais. Ça pourrait représenter un red flag. Après, comme on peut le voir sur les 10 dernières années, on a quand même une belle augmentation de cette marge. Donc, ce qui signifie une amélioration de la profitabilité. Et donc, potentiellement que d'ici les 5 prochaines années, on aura une marge supérieure à 5%. Donc voilà, ça c'est à retenir. Concernant le retour sur investissement du cash, on est un petit peu au même principe que les marges, c'est-à-dire que auparavant c'était pas bon et maintenant ça y est, on commence à devenir tout juste bon avec un ROC tout free cash flow qui est supérieur à 15%, donc 15,3, on est très légèrement au-dessus. Par contre, dans le passé, on n'était pas devant, donc j'estime que c'est un critère qui n'est pas validé pour la simple et bonne raison que si on a une année un petit peu moins bonne au niveau du retour sur investissement et qu'on tombe par exemple aux alentours des 13, en fait sur 10, 5 et actuellement on aurait un ROC tout free cash flow qui serait inférieur à 15%, donc pas exceptionnel. On a bien des rachats d'actions et au niveau des SBC, par contre, on a une diminution, ça c'est très important, diminution des SBC et pareil pour le CAPEX. Le CAPEX qui n'est pas un critère valide parce que effectivement on est au-dessus de 40% de l'operating cash flow, mais par contre on est en diminution du CAPEX malgré les investissements dans l'IA et tout autre type d'investissement. Donc voilà, pour moi un critère qui n'est pas validé parce qu'on est au-dessus de 40%, mais on est en diminution, donc potentiellement que d'ici quelques années on pourrait être en dessous des 40%, ce qui serait très intéressant. Pareil pour la dette nette par rapport au free cash flow, on n'a pas de dette, donc ça c'est tout bon. Et la performance sur 10, 5 et 1 an est extrêmement élevée. Ce que ça donne au niveau de la valorisation. On a une entreprise à 54,51 fois le free cash flow. Donc ça fait mal. On voit que l'entreprise a quasiment jamais été aussi élevée. La dernière fois qu'elle a été aussi élevée, c'était en 2014. On était à 50. Là aujourd'hui, on est à 54. Donc c'est encore bien plus haut. Donc voilà, pour l'instant, j'estime que Google n'est pas une entreprise qui dispose de red flag. Pour moi, par exemple, la marge de free cash flow à 14,3%, c'est pas un red flag. Mais par contre, on est tout juste. Donc il faudrait que ça s'améliore encore un petit peu. Et ça n'explique selon moi pas un price to free cash flow de 54,51. Voilà, j'estime que Google devrait avoir des price to free cash flow bien plus faibles. Donc à l'heure actuelle, Google, ça vaut 328,57 dollars. Et si nous, on en fait la valorisation, donc déjà, on va aller chercher le nombre d'actions. On a, comme on peut le voir, un nombre d'actions qui est de 12 milliards 086. Donc on va changer par rapport au nombre d'actions précédent. Le cash, on est à 98 milliards de cash, c'est absolument énorme. 98 milliards de cash, on est à 98 496, donc c'est tout bon. Et la dette 21 milliards, donc beaucoup moins de dette que de cash. On est effectivement à 21 milliards 607. On termine avec le free cash flow qui est à 73 milliards 522 et on est effectivement à 73 milliards 552. Voilà, c'est une erreur peut-être de ma part précédente, donc on va changer, hop, 52, ce qui nous donnerait, alors avec ces hypothèses-là, un prix d'achat à 185 dollars, on serait 43% surévalué à l'heure actuelle, donc on va changer.
Au niveau du price to free cash flow, on mettra pas plus de 30 parce que je ne suis pas prêt tout simplement à acheter l'action à plus de 30 fois le free cash flow. Je serais même peut-être prêt à l'acheter un petit peu plus faiblement. Ça monte un petit peu notre prix d'achat, par contre on n'est pas du tout au 329, donc on va augmenter pour voir ce que le marché serait prêt à investir. Là à l'heure actuelle, il nous faudrait peut-être une croissance du free cash flow de allez 20,5 peut-être. C'est ça. Il faudrait qu'actuellement Google fasse 20,5% de croissance du free cash flow pour un achat à 327 dollars. Ce qui, comme on peut le voir ici, me paraît très compliqué étant donné que même dans le passé, elle ne l'a pas fait, sachant qu'on a plutôt une diminution du free cash flow et pas une accélération de cette croissance. Donc moi je serais plutôt prêt au vu des performances ici de 19 et 18 à mettre plutôt un chiffre aux alentours on va dire des 16% de free cash flow, ce qui nous donnerait une surévaluation de au moins 25%, sachant que là on a des critères qui sont quand même très 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 optimistes, il n'y a pas du tout de marge de sécurité, et pourtant on serait à 243 dollars. 243 dollars, on les aurait eu il n'y a pas si longtemps que ça évidemment. Voilà, on voit que par exemple 10 octobre 2025, sauf que depuis on a repris 40%. Donc voilà, actuellement Google qui est sur une bulle spéculative complète, on a plus de 127% en l'espace de 7-8 mois à peu près. Donc voilà, Google, je suis pas du tout prêt à l'acheter maintenant. Je dirais même que pour moi, un prix plus intéressant, ce serait plutôt aux alentours des 25 fois le free cash flow et peut-être aller 14% de croissance du free cash flow, ce qui donnerait un prix d'achat aux alentours des 185 dollars, ce qui correspondrait à peu près à un prix qu'on aurait eu en mi-2025. Hein. Donc c'est pas non plus quelque chose d'incohérent. On aurait pu acheter du Google à 145 dollars pendant les tarifs, on aurait fait 126% en l'espace de quelques mois. Donc voilà, je pense que à l'heure actuelle, au vu de la valorisation de Google et de sa qualité qui est pas non plus tip top, ça va être la première action que je mets en C. Pour l'instant, c'est absolument pas l'entreprise que je suis prêt à acheter en 2026. Autant je me dis peut-être Zoetis, Microsoft, si on a 10, 15, 20% en moins, ça peut le faire. Autant là, même si on a 25% en moins, je pense qu'on serait encore très surévalué parce que j'estime qu'il faudrait peut-être perdre 35 à 45% pour atteindre un prix d'achat intéressant et une bonne marge de sécurité. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si une de ces entreprises fait partie de votre portefeuille ou de votre watchlist et si vous allez en faire quelque chose en 2026. On continue avec Apple. Donc Apple qui, à l'heure actuelle, nous sort des très beaux chiffres quand même en termes de cours de l'action. On a perdu quelques pourcentages, on est à peu près à 6,96% de négatif, mais on est quand même sur une très belle augmentation et ce depuis très longtemps. On voit qu'il y a une très belle linéarité dans cette augmentation-là. Au niveau de Apple, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? On va avoir des fondamentaux qui sont tous excellents, sauf pour la croissance. Croissance qui a un petit peu plus de mal, effectivement. C'est dur pour une entreprise qui vend du hardware et qui en vend autant d'avoir une très belle croissance. Par contre, on voit qu'il y a quand même une accélération de cette croissance sur les 5 dernières années, sûrement due aux services qu'ils arrivent à vendre. Je pense notamment à Apple Store, Apple Music, etc. Et donc, une croissance du chiffre d'affaires qui est trop faible pour être validée, mais qui ne représente pas non plus un red flag. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Apple a encore de beaux jours devant elle. Au niveau de la croissance du free cash flow, on est sur une croissance qui est en augmentation par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça c'est intéressant, donc un critère validé au-dessus de 12% sur 5 ans, donc très bien. Pareil pour la croissance du free cash flow par action. Là on a une bien meilleure croissance du free cash flow par action que de la croissance du free cash flow, ce qui signifie de très gros rachats d'actions, même si comme on peut le voir ils sont de plus en plus faibles, mais selon moi c'est quand même ok parce que ça va avec la valorisation. On verra que Apple, pour le peu de croissance du chiffre d'affaires qu'ils font, il y a quand même potentiellement une valorisation qui est un peu trop élevée, donc on verra ça par la suite. Donc une boîte qui, en termes de croissance, est quand même relativement ok. Pour les marges, il y a quand même du hardware, donc tout ce qui est matériel, donc c'est normal qu'il y ait des marges un petit peu plus faibles. Par contre, on a des marges brutes qui sont au-dessus de 40% et en augmentation, donc très intéressant. Une marge opérationnelle qui est très bonne, donc une bonne gestion et efficience de l'entreprise, et une marge nette qui est également en augmentation avec une marge nette au-dessus de 15%, pareil pour la marge de free cash flow. Donc ça, c'est très bon. Pour ce qui est du retour sur investissement du cash, on a de très beaux chiffres. Hein. On est au-dessus largement de 15%, même il y a 10 ans. Donc c'est très bon. Les rachats d'actions, c'est ok, on l'a vu. Et par contre, les SBC qui sont en légère augmentation. Bon, ça me paraît pas non plus terrifiant de mettre 10% de son free cash flow en SBC, mais c'est quand même à noter.
A l'inverse, on a par contre du capex qui diminue par rapport à l'operating cash flow, donc ça c'est plutôt intéressant, et une dette nette par rapport au free cash flow qui est en diminution, voire même qui est positive, c'est-à-dire qu'on a moins de dettes que de cash. Et enfin, une performance qui sur 10, 5 et 1 an est très très bonne, 24% par an sur 10 ans, donc c'est très très bon. Apple, c'est donc une entreprise de très bonne qualité, que tout le monde connaît, qui a un bon moat, et qui par contre, eh bien, je pense à voilà, un price to free cash flow qui est quand même assez élevé. On est à 39. 39, si on regarde sur les 15 dernières années, on n'a jamais été aussi élevé. Si on regarde sur les 20 dernières années, c'était plutôt en 2006 où on avait vraiment des chiffres très élevés, mais il n'y a aucune similitude avec le business d'aujourd'hui. Par contre, on voit que, un petit peu comme Microsoft dans la vidéo précédente, on a une très forte augmentation du price to free cash flow qui ne s'arrête pas en fait. Par contre, il y a encore pas si longtemps que ça, on pense notamment voilà, fin 2022-2023, on aurait eu 20 fois le free cash flow, ce qui est largement ok. On aurait eu 25 en début 2024, et par contre actuellement on est au-dessus de 39, donc là par contre c'est beaucoup trop cher selon moi. On va donc valoriser l'entreprise, voir ce que ça donne si on met déjà 30 fois le price to free cash flow, parce que je suis toujours pas prêt à mettre plus de 30 fois le free cash flow, et qu'on ajoute du coup les bons chiffres. Donc on va regarder le nombre d'actions en circulation. Donc si on regarde ça, on est à 14 815 307, donc 14 815 307 et 0. Ensuite, le cash, on est à 65 milliards. Est-ce qu'on est toujours à 65 milliards? À l'heure actuelle, on est non, à 54 697. Donc on a perdu un petit peu en cash. On a une dette à 106 629. Est-ce qu'on est toujours bon? Non, c'est 98 657. Hop, milliards. Donc une baisse du cash et une baisse de la dette également. Pour ce qui est du free cash flow, par contre, on a un free cash flow énorme qui est à 98 767 millions. Donc, ce qui nous donne 99 milliards presque de price to free cash flow, ce qui est absolument énorme. Donc, en partant de ce principe-là, avec 30 fois le price to free cash flow, on aurait une croissance du free cash flow par exemple de 14% et on aurait quand même un prix d'achat qui serait inférieur au prix actuel. Sachant qu'au niveau des fondamentaux, comme on peut le voir, on n'a jamais dépassé les 13% de croissance. On est plutôt aux alentours des 8-9%. Disons que si on veut être très optimiste, Apple, je mettrais peut-être du 12 de croissance du free cash flow, ce qui nous ferait acheter l'action à 200$. Donc 200$, si on regarde, on aurait pu acheter l'action effectivement en avril 2025 à 172, mais on n'est pas non plus sur un prix d'achat qui est conservateur. Si on voulait du conservateur, on aurait peut-être plus mis du 28 et allez, du 10%, allez 10,5 pour être gentil. Là, on aurait eu 170. Effectivement, ça aurait pu représenter un achat en avril, mais il y avait peut-être de meilleures opportunités en avril que Apple. Donc voilà, j'estime que à l'heure actuelle, on est quand même très largement surévalué, hein. Au moins 30% de surévaluation, ça c'est sûr. Donc Apple, c'est compliqué. Compliqué, je pense qu'au vu de la qualité de l'entreprise, ça reste quand même intéressant. Par contre, on est beaucoup trop cher pour la mettre en A. Et j'ai peur que la qualité, au final, elle diminue, hein. Tout ce qui est chiffre d'affaires, croissance, etc. J'ai peur que ça diminue. Donc je pense que Apple, ce serait la deuxième action que je suis pas prêt à acheter en 2026 pour l'instant. Il faudrait que l'entreprise ait vraiment une grosse chute de 40 ou 50% pour avoir des belles marges de sécurité, pour justifier un bel achat et pour qu'elle passe en A ou en S. Mais aujourd'hui, ouais, je la mettrais clairement en C parce que même l'entreprise n'est pas si phénoménale que ça. Ça reste Apple, c'est du très très lourd, mais voilà. Ensuite, Arista Network. Si on regarde Arista Network, on a des chiffres qui sont absolument magnifiques, hein. Croissance du chiffre d'affaires qui est en diminution, mais qui est largement au-dessus de 10%. Pareil pour la croissance du free cash flow, avec des marges de free cash flow qui augmentent très largement, et une croissance du free cash flow par action qui, elle par contre, est inférieure à la croissance du free cash flow, ce qui signifie des émissions d'actions, donc on verra ça par la suite. Au niveau des marges, on a de très très belles marges, hein. On a plus de 60% de marge brute, et le reste de ces marges, donc opérationnelles, net et free cash flow, on est au-dessus de 40%, c'est largement suffisant. Le retour sur investissement du cash est très très bon. On a dit pas de rachat d'actions, donc plutôt des émissions. Donc on va regarder si effectivement c'est le cas à long terme ou si c'est juste, on va dire, un bug du fichier. Si on regarde les shares outstanding, qu'on regarde sur les 10 dernières années, effectivement on a plutôt une augmentation des rachats d'actions. Et si on regarde sur 3 ans, depuis 2024, il y a eu une toute petite baisse et depuis on stagne. Donc il n'y a pas eu réellement de rachat d'actions. Donc effectivement, selon moi, on est plutôt sur un critère qui n'est effectivement pas validé. Surtout que sur 10 ans, on est sur des émissions d'actions à hauteur de moins 3,9% par an, ce qui est absolument énorme. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plutôt des rachats d'actions à 3,9% par an plutôt que des émissions d'actions. Donc voilà, pas génial là-dessus.
Et au niveau du SBC, donc elles sont en diminution. Les CAPEX, pareil, en très belle diminution. Donc on a très peu de dépenses en CAPEX en SBC, ça c'est pas mal. On a une dette nette qui est neutre, donc avec plus de cash que de dette. Et par contre, une performance sur 10, 5 et 1 an qui est absolument magnifique. Si on regarde le cours de l'action, à l'heure actuelle, ça va être de très 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 beaux chiffres. Comme on peut le voir, voilà, sur 5 ans, 542%. L'entreprise qui a complètement explosé, qui avait passé de 19 à 122 dollars en l'espace de, ouais, c'est ça, 5 ans. C'est absolument magnifique. On voit une très belle augmentation du cours de l'action. Donc une entreprise de très belle qualité qui, pour votre information, en fait, est un fabricant de matériel de réseau informatique. Donc voilà, elle va concevoir des commutateurs réseau pour fournir des solutions de software. C'est pour ça qu'elle a d'aussi belles marges, croissance, etc. pour les data centers. Or, les data centers, on est en plein dedans avec toute l'ascension de l'IA, de Nvidia, mais également le cloud computing, pareil, les superordinateurs et les environnements de transaction à haute fréquence. Donc en fait, actuellement, Arista, elle est très bien positionnée pour le futur, c'est-à-dire tout ce qui est IA, robotique, métaverse, etc. Et à côté de ça, également de ses croissances, de ses marges, etc. qui sont vraiment très bonnes. Il y a 10 ans, on était à 21% de marge opérationnelle, aujourd'hui on est à 42%. Donc voilà, il y a quand même une très forte différence. À noter que j'imagine qu'on va avoir une métrique assez importante. Voilà, 39 fois le free cash flow, c'est assez logique, c'est dans la hype, donc ça s'explique clairement. Si on regarde avant 2022-2023, donc avant l'IA, on était plutôt aux alentours des 15 fois le free cash flow, on aurait pu l'avoir à peu près aux alentours des 20 assez souvent. Et là par contre on a eu une très forte augmentation depuis l'annonce, on va dire, de ChatGPT, etc. en début 2023. On avait atteint 115 fois le price to free cash flow. Et depuis, grosse diminution, on a touché les 26 en avril. Donc ça aurait pu être un prix d'achat assez intéressant peut-être, on va voir ça tout de suite. Et actuellement, on est plutôt aux alentours des 38-40, ce qui est quand même très largement surévalué. À noter qu'on a quand même perdu depuis les plus hauts de fin 2025 22%. Donc est-ce que suite à 22%, ça vaut le coup? On va regarder ça tout de suite. Au niveau de la valorisation, donc Annette, on va aller regarder le nombre d'actions en circulation. Donc on est plutôt aux alentours des 1,258 milliard. Donc ça, hop, c'est tout bon. Ensuite, au niveau du cash, on est à 8,3 milliard. Est-ce qu'on est toujours à ça? Tac, tac, tac. Non, on est à 10,106 milliard. Donc on a une très forte augmentation du cash de l'entreprise, plus de 2 milliards. Et la dette, est-ce que l'entreprise a de la dette? Tac, tac, tac. Ça n'a pas l'air d'être le cas, effectivement. Je ne vois pas de dette apparente. Donc ça, c'est très bon. On va mettre 0. Et ça permettra évidemment d'augmenter le prix d'achat auquel on est prêt à acheter l'action. Pour ce qui est des free cash flow, on est à 3,785 millions. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on est à ça? Non, on est à 4,46 millions. Alors 4,046. Hop. Alors, avec ces hypothèses-là, on serait effectivement sur un prix d'achat assez similaire au prix actuel. On va peut-être mettre même 17. Voilà, on serait exactement à ça. On serait à 17 croissance de free cash flow et 25 de price to free cash flow. 17 de croissance du free cash flow, c'est possible, comme on peut le voir. Parce qu'effectivement, pour l'instant, on est plutôt aux alentours des 40, 30, 83% même sur un an. Mais on peut estimer qu'il faut être prudent tout de même. Ça reste quelque chose de très hype. Disons que le 25 fois le free cash flow, c'est quand même très intéressant. 17, je mettrais plutôt les 14 pour être gentil vraiment, et du coup ça nous ferait un prix d'achat à 102 dollars. Si on se dit par exemple qu'on le met à 30 ou allez à 28 pour dire qu'on est à 28 et on se dit 13 ou 12%, on serait également à 100 dollars. Donc on va dire que avec des marges de sécurité quand même assez correctes, du Arista Network à peu près aux alentours des 100-105 dollars, 110, allez on va être gentil, donc dans cette fourchette de prix là à peu près, ça pourrait être quand même relativement intéressant. Et effectivement, si on regarde en avril, on aurait pu avoir une très belle opportunité. Là, actuellement, on serait à plus de 90,91%. Donc clairement, Arista Network qui est une entreprise très intéressante, avec par contre une valorisation un peu forte, mais pas tant que ça. Donc imaginons qu'on ait une petite baisse de 10-15%, ça pourrait être assez rapidement intéressant. Par contre, on est déjà sur une baisse de 22%, 24% même précisément. Donc voilà, attention à ça. Arista Network, je la mettrai pas du tout en C, parce que je pense que c'est quand même intéressant. Est-ce que je la mettrais plutôt en A ou en B? On a quand même des bonnes marges de sécurité si on met une croissance de free cash flow de 14 comme ici par exemple, donc 14 et par exemple 28, on serait à 110 dollars et on voit que ce serait quasiment un achat. Donc je pense que Arista Network, je vais le mettre en A. Et si on perd 10-15%, ça pourrait être clairement un S. Donc voilà, je vais mettre Arista Network à ce niveau-là.
Ensuite, on passe à Nvidia. Nvidia, du coup, qui évidemment est très connu, des fondamentaux, je vais passer très vite sur l'action, hein, qui sont absolument phénoménales. Hein. Voilà, qui du coup vend toujours eh bien, des cartes graphiques, des puces IA, etc. Et qui, eh bien, depuis un certain temps, Nvidia a fait tac tac tac, voilà, hein, sur 5 ans, 1300%. Donc là, on est bien supérieur à Arista Network. On voit qu'il y a une explosion depuis 2022, c'est assez phénoménal. Par contre, bah, ça se retranscrit également dans le price to free cash flow. Le price to free cash flow qui va être aux alentours des 58, donc un des plus gros price to free cash flow que vous verrez dans cette vidéo. On a atteint des price to free cash flow plus faibles avec Nvidia hein, récemment, on était à 40 en avril. Ça aurait pu être plus intéressant d'acheter ça à ce moment-là, on était aux alentours des 90 $. Donc Nvidia, on va faire la valorisation tout de suite. Hein. D'ailleurs, j'ai pas entré de chiffre du tout, mais voilà, on va mettre déjà un price to free cash flow à 30 maximum. Ensuite, pour ce qui est des actions en circulation, on est à 24 327 millions, donc 24 milliards 327 millions. Ok, au niveau du cash de l'entreprise, on va regarder ça tout de suite. On est à 60 milliards 608, donc 60 milliards 608 millions. Hop. Ensuite, la dette, on est tac 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 à 8 milliards 467, ce qui n'est pas énorme, hein, clairement. 8 milliards 467 millions de dettes. Et ensuite, un free cash flow qui va être tac 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 aux alentours des 77,324 milliards. Donc énorme free cash flow. 324 millions, pardon, 77 milliards 324 millions. Tac, 30 fois le price to free cash flow et en croissance du free cash flow. Alors, sur les 10 dernières années, 5 dernières années, ça donne pas grand chose. Hein, on a des croissances qui sont juste absolument folles. Par contre, du coup, on va se mettre au niveau du prix de marché. Le marché serait prêt à l'acheter 20 fois, enfin 20%, 22 peut-être. Ouais, c'est ça. À peu près à 21,5%. Ou allez, 21,8, on va être gentil. 21,8% de croissance du free cash flow pour un prix d'achat actuel. Ça paraît ok dit comme ça, mais en même temps, si on regarde le free cash flow, ça veut dire qu'il passerait de 77 milliards cette année à 456 milliards dans 10 ans, ce qui là pour le coup me paraît complètement impossible. Personnellement, je pense que c'est beaucoup trop élevé. Je serais peut-être prêt quand même à mettre allez, 17%. Là, on tomberait à 300 milliards de price to free cash flow. Mais ça voudrait dire quasiment 1000 milliards de chiffre d'affaires si on garde des marges similaires à 40%. C'est absolument énorme, sachant que les marges diminueront certainement. J'ai un petit peu de mal à valoriser Nvidia, de façon comme tout le monde, hein, sinon l'action elle serait pricée par tout le monde. Je pense que si déjà on met 17%, c'est déjà pas trop mal. Et ça donnerait quand même une surévaluation de 27%, ce qui est quand même énorme. Donc j'ai un petit peu de mal à me faire un avis sur Nvidia. Je pense que Nvidia c'est plutôt du C, clairement. C'est pas une entreprise que j'achèterai en 2026, sauf s'il y a vraiment un moins 60 ou moins 80% limite, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, en fait, c'est trop dur avec les croissances passées qu'elle a eues de s'imaginer le futur de l'entreprise, ce qu'elle pourrait réellement réaliser. Donc j'ai du mal et je préfère la mettre en C et m'y intéresser le moins possible. Par contre, je la garde évidemment dans ma watchlist parce que ça reste une entreprise très intéressante. Ensuite, Applied Materials, donc qui s'occupe de faire des puces, tout simplement, donc AMAT, qui voilà, est un équipementier majeur dans l'industrie des semi-conducteurs, très connu, hein, qui fait 240 milliards de capitalisation boursière, et qui, comme vous allez pouvoir le voir, depuis les tarifs de Trump a pris plus de 137%, qui est vraiment en plus, là, ces 6 derniers mois, on va dire, en train d'exploser à la hausse. Depuis fin 2025, regardez, hein, on a pris 25%, on a rechuté un peu et on a repris 20%. Sur un mois, on a une performance de 10%, ce qui n'est pas énorme. Par contre, sur allez, 5 mois, on est sur une performance de x2 quasiment. Donc Amat qui explose à la hausse. Donc moyen, ça m'intéresse un peu moins je pense qu'il y a 4-5 mois, j'aurais préféré l'acheter avant. Surtout qu'on a un business quand même qui est de très bonne qualité, une croissance du chiffre d'affaires qui est assez intéressante, en augmentation sur 5 ans. Une croissance du free cash flow qui est également en augmentation et plus rapide que le chiffre d'affaires, donc des marges de free cash flow qui augmentent. On a une croissance du free cash flow par action qui est supérieure à celle du free cash flow, donc des rachats d'actions qui sont quand même assez élevés, hein, 3,8% par an, 2,5% par an. Des marges qui sont pour un équipementier très intéressantes, hein, ça reste de l'industrie, hein, ils fabriquent du matériel, donc des marges brutes au-dessus de 40%, c'est très bon. Des très bonnes marges opérationnelles nettes et de free cash flow. Des retours sur investissement du cash très élevés, donc très intéressants. Les SBC en diminution, des capex qui sont relativement similaires, en très légère augmentation. Mais honnêtement, c'est pas un souci tant qu'il n'y a pas d'explosion du capex. Et la dette nette, du coup, qui, elle, est plutôt en stagnation, pareil, hein, il y a plus de cash que de dette, ou en tout cas, là, depuis cette année, on a très peu de dettes par rapport au cash.
donc c'est plutôt intéressant. Et la performance qui est absolument exceptionnelle, hein. Si on regarde Amat en bourse sur 5 ans, c'est 215%, donc là aussi, qui a largement profité depuis début 2023 de l'ascension évidemment de Nvidia, etc. Donc si on regarde Amat en termes de valorisation, qu'est-ce que ça nous donne à l'heure actuelle? On aurait un price to free cash flow à 42. Donc c'est quand même assez élevé. Si on regarde sur 15 ans, on voit que c'est parmi les plus hauts, hein. Donc je ne serais pas du tout prêt à acheter Amat à ce niveau-là. Par contre, on voit qu'il y a 4-5 mois, comme je vous le disais, on était à 23 fois le free cash flow. Et on peut même voir que voilà, en 2018, on était à 11, qu'en 2022, on était à 15, etc. Donc c'est une entreprise qui a un price to free cash flow qui est quand même assez faible la plupart du temps, qui se valorise pas super cher. Honnêtement, quand on voit que sur les 15 dernières années, son plus haut niveau, c'est 48, ça paraît quand même relativement ok. Donc on va en prendre évidemment compte dans la valorisation. On va mettre, allez, peut-être 30 toujours de price to free cash flow pour être sûr. Et on va regarder tout le reste. Donc au niveau des nombres d'actions, on a des actions en circulation qui sont à 794 millions. Donc hop, 794 millions. Le cash, on est à 7 milliards. Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne pense pas. Tac, tac, tac. 8 milliards 573 millions. Donc 8 milliards 573. Ensuite, la dette, on a une totale dette à 6 milliards 555. Hop, 6 555. Voilà. Donc plus de cash que de dette. Ok. Et du coup, un free cash flow qui va être aux alentours des 5 milliards 698. Donc, hop, voilà, 5 milliards 698. On est tout bon. Et avec 30 fois le free cash flow et 13% de croissance du free cash flow, on serait à 232 en prix d'achat. Donc, pas du tout bon là-dessus. Sachant qu'on aurait pu l'avoir quand même il n'y a pas si longtemps en dessous de 250, hein, comme on peut le voir. On aurait pu par exemple l'avoir en mi-2025 à 160$. Donc on va essayer de regarder à peu près ce que ça pourrait donner, on va dire 180$. On pourrait dire donc peut-être 25 de price to free cash flow et un free cash flow de allez, 11%, 176. On était à 160, on a dit, donc peut-être plus 24. Ouais, ça me paraît être un prix d'achat qui est quand même assez ok, honnêtement. Moi, personnellement, au vu des fondamentaux, on est à 17% de croissance sur 10 ans. Je vais dire qu'on pourrait faire une croissance du free cash flow de 13%. Je pense que ça me paraît relativement conservateur. C'est pas trop élevé. Et le price to free cash flow, je serais prêt à aller à l'acheter à 26, on va dire, parce qu'on est quand même sur une boîte de très belle qualité. Et là, on serait plutôt à 200$. 200$ qu'on aurait pu acheter ouais, en fin septembre. Fin septembre, début octobre. Donc, depuis, par contre, l'action a pris 43%. Mais comme vous pouvez le voir, on est sur une surévaluation de 30%. Donc, à voir si en fait Amat continue, donc Applied Materials continue d'exploser à la hausse, évidemment que ce sera du C. Si elle se maintient, c'est du B. Et par contre, si elle perd rapidement 15, 20 ou 30%, ça pourrait très vite devenir du A ou du S. Mais pour l'instant, je vais le mettre en B. Voilà, je pense que je vais le mettre en B. C'est une très bonne action, comme Microsoft, comme Zoetis. Par contre, c'est un peu trop cher pour moi, à mon goût. Et je serai prêt, si elle continue à augmenter de 5-10% sur les prochains mois, à la mettre en C, tout comme Google par exemple. Donc voilà, je vais la mettre en B pour l'instant. Et on termine du coup la vidéo avec Fortinet. Donc Fortinet qui eh bien, est une entreprise dans la cybersécurité qui du coup voilà, en fait conçoit des logiciels d'équipement. Elle a aussi des services de sécurité, donc il y a du hardware et du software, donc très intéressant. Voilà, donc c'est des pare-feux, des antivirus, des systèmes de prévention, etc. Et comme on peut le voir sur 5 ans, on a une entreprise qui a fait 167%, donc très grosse hausse. Par contre, depuis ses plus hauts, on a perdu quand même 30%. Donc c'est pour ça que ça représente peut-être une opportunité. On va regarder ça tout de suite. Donc Fortinet, en termes de fondamentaux, c'est exceptionnel, hein. Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% largement. Pareil pour le free cash flow, on est supérieur à 12%. Bon, sauf sur cette année, mais bon, c'est pas vraiment un problème. La croissance du free cash flow par action, pareil. Et on peut voir d'ailleurs qu'on a des rachats d'actions très positifs et très intéressants, avec également des marges de free cash flow qui augmentent. On a des marges brutes opérationnelles et nettes qui sont au-dessus de 80, 30 et 30%, donc très 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 bonne rentabilité de l'entreprise. Et à côté de ça, on a du retour sur investissement en termes de cash qui est très élevé, des SBC qui diminuent, des CAPEX qui sont relativement ok, hein, à peu près 15-16%, c'est pas forcément un très gros problème. Une dette nette qui eh bien, est neutre, donc il y a plus de cash que de dette, et une performance sur 10, 5 et 1 an, malgré eh bien, cette performance-là qui est très 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 élevée. Donc c'est quand même relativement ok. On va essayer donc de se valoriser Fortinet. Donc déjà Fortinet, à l'heure actuelle, après donc on a dit 30% de baisse, hein, à peu près, qu'est-ce qu'on a comme valorisation? On est à peu près aux alentours des 30.
Donc 30, c'est quand même relativement OK pour moi. Si on regarde sur du long terme, donc sur 15 ans, c'est quand même assez élevé, hein. On aurait pu avoir assez souvent Fortinet à 20 fois le free cash flow. Donc, il faudra en prendre en compte dans la valorisation. On est plutôt sur les 15 dernières années sur un niveau un peu plus élevé que d'habitude. Donc, on peut se dire par exemple que le price to free cash flow, on est à 29, 24, ça me paraît quand même OK. Allez, on va se dire, on va être un peu plus gentil avec l'entreprise, on va dire 26 de price to free cash flow et on va changer du coup tout ça. Donc, pour ce qui est de Fortinet, on a eh bien, des actions en circulation qui sont à hauteur de 755 500 000. Donc, ça, c'est tout bon. Le cash, 3 milliards, est-ce qu'on est bon? Le cash, 3 milliards 123, donc on est bon. 995 millions de dettes, on est effectivement à 995 millions de dettes. Et le free cash flow, tac, 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 on est actuellement à 2 milliards 028. Donc 2 milliards 028, c'est tout bon, on est bien là-dessus. Si on s'estime du coup un price to free cash flow à 26 et une croissance du free cash flow de 12% par an, on aurait un prix d'achat à 74 dollars et donc un prix actuel à 77 dollars, ce qui en réalité est quand même assez bas, hein, par rapport par exemple à la dernière année. Là actuellement, le plus bas qu'on avait eu c'était 75 dollars. Et si on avait été à 75 dollars, on aurait pu avoir un achat quand même assez OK. Si on regarde par rapport au passé, croissance du free cash flow à 12%, ça paraît quand même raisonnable, hein. Honnêtement, on a une croissance du chiffre d'affaires qui est encore au-dessus de 10%. On a des rachats d'actions. Donc on pourrait se dire, allez, croissance du chiffre d'affaires à 9%, rachat d'actions à 1 ou 2%, donc ça ferait 10-11% de croissance du free cash flow par action, plus une très légère augmentation des marges peut-être. On pourrait estimer, selon moi, je dirais 25 de price to free cash flow et allez, 13,5% de croissance du free cash flow. Et dans ce cas-là, si on est sur ces prix ici et sur cette thèse d'investissement-là, on aurait un prix d'achat qui serait OK. Donc honnêtement, Fortinet qui pourrait être un achat très intéressant. Donc je vous invite à vous abonner au cas où et à activer la cloche. Je ferai sûrement une analyse de l'action pour vous dire si effectivement je suis prêt à acheter l'entreprise. Parce que là actuellement, c'est vraiment juste des prix que je donne un peu au pif, hein. C'est juste des fondamentaux qui sont très bons, mais j'ai pas du tout connaissance du business réellement. Si ce n'est qu'elle fait voilà, des pare-feux, des antivirus, etc. Qu'elle a un côté hardware et software. Donc pour moi, Fortinet, pour moi, c'est du S-tier, hein. Clairement, c'est du S-tier. On est quasiment, selon moi, sur un achat. Faudrait que je vérifie juste la qualité du business pour être sûr que, par exemple, on n'est pas plutôt sur une croissance future de 8%, auquel cas on serait beaucoup trop surévalué et du coup on descendrait, par exemple, Fortinet en B. Mais si effectivement on a une continuité dans les chiffres et qu'on est plutôt aux alentours des 13-14%, bah là effectivement je serais plutôt sur un prix d'achat. Donc en soi ça me paraît OK. Donc voici mon classement officiel des 11 actions de ma watchlist, avec en S Fortinet et en C on a plutôt du Google, du Apple, du Nvidia. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivantes, à liker et à commenter si une de ces entreprises là, eh bien vous l'aurez placée à un autre endroit dans ce classement. C'était Antoine, ciao.